Eh ben, écoutez, merci d'être venu à ce retour d'expérience, un développeur sous couverture parmi les utilisateurs. Donc c'est un retour d'expérience que j'avais fait à Lyoncraft, que j'avais promis de ne faire qu'une fois, mais sous la pression populaire. Je me suis dit que j'allais quand même le refaire à Mixit, hein, qui est ma ville de cœur et de là où j'habite. Alors je me présente, donc Aurélien Boudou, donc je suis dans le game depuis 27, 28 ans, ouais, 30 ans d'expérience, on va dire. Et plus récemment, ça fait 10 ans que je suis en freelance. Et c'est un statut assez intéressant parce que ça me permet de tester pas mal de choses. Et c'est l'une de ces choses dont on va parler aujourd'hui. Et on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Alors, il y a quelques années, dans les années 2021, on va dire, quand Twitter n'avait pas encore été racheté par Elon Musk, j'étais assez actif sur ce réseau et j'avais sorti ce petit mème qui a pas mal tourné sur les réseaux. Mais j'ai eu des retours voilà, assez spéciaux, hein, du genre oula, c'est un peu extrême tout ça. Oui, bah, à tout problème complexe existe une solution simple et fausse. Oui, effectivement, parler des utilisateurs, c'est peut-être un peu trop simple, effectivement. On voit bien que celui qui a fait ça n'a jamais travaillé sur un projet logiciel. Ah bah oui, mais il faut un business analyst, un PO pour mettre de l'ordre, il faut écrire aussi précisément le besoin sous forme d'US, sinon comment s'y retrouver dans tout ça? Et mon préféré, bien sûr, le end user, c'est l'enfer, il faut quelqu'un pour faire le barrage, le fameux barrage. Sinon, on n'aura jamais le temps de développer. Bref, tout le monde nous explique en fait que travailler directement avec des utilisateurs, c'est mission impossible. Les gens, ils ont déjà essayé, apparemment toute la communauté est d'accord là-dessus. Il faut quelqu'un pour faire barrage, il faut des spécifications claires. Travailler direct avec des utilisateurs, c'est obligé, c'est un échec. Et comme tout le monde me dit que ce n'est pas possible, je relève le défi. On va aller voir. Donc je me dis, allez, je vais me taper un trip. Je vais essayer de me trouver une mission. Faut qu'il y ait un peu d'enjeu quand même, parce que si c'est une petite mission, c'est pas marrant. Mais il faut qu'il y ait un petit peu d'enjeu et il faut que je travaille en direct avec les utilisateurs et que ce soit eux qui construisent le produit. Donc il va falloir que je m'immisce dans leur quotidien. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir créer le produit de mes rêves. Et on va voir, est-ce que je vais me faire harceler? Est-ce que je vais me faire happer, comme le dit la communauté? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Eh ben, restez jusqu'au bout et découvrez la réponse. Donc, première chose à faire, bah, il faut déjà trouver la mission. Alors moi, dans mon cas, comment je m'y suis pris? Donc, à l'époque, je recevais quand même énormément de coups de fil par rapport à des ESN qui me harcelaient, mais qui m'appelaient beaucoup. Et au lieu de leur dire, bah non, je suis pas intéressé, désolé, bah là, au contraire, je leur disais, allô? Ok. Bah c'est 1, 2, 1, 2. Donc, je leur disais, bah, ce qu'on va faire. Du coup, j'ai perdu le truc là. C'est bon? Ok. Donc je leur disais, bah voilà, je leur refaisais le brief en fait, en gros. Je leur disais, bah moi je cherche aujourd'hui une mission, j'aimerais travailler directement avec les utilisateurs, voir avec eux, être en contact, mais je veux pas qu'il y ait de chef de projet, d'architecte, de PO, enfin tout ce boxon, ça m'intéresse pas quoi. D'accord. Alors autant vous dire, j'ai pas eu beaucoup de retours. J'ai pas eu beaucoup de retours, mais j'ai quand même eu une personne qui m'a rappelé et qui m'a expliqué, bah voilà, nous on est une petite ESN, on est en train de démarrer là, j'essaye de rentrer chez un client depuis un moment, je lui ai vendu du projet, de l'architecte, je lui ai vendu tout, ça n'a pas l'air de l'intéresser parce qu'apparemment tout le monde lui vend ça, alors allez, je lui ai fait une dernière cartouche, je lui ai parlé de ton délire, et ça l'a interpellé, et il serait intéressé pour te rencontrer et discuter un petit peu de ton projet, comment tu vois les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Bah, bien sûr que ça m'intéresse, je suis là pour ça, on est là pour le challenge. Ok, et bah écoute, je t'envoie un point GPS. Rendez-vous la semaine prochaine chez le client là-bas. Je prends ma bagnole, j'arrive dans une forêt obscure, au fin fond d'un chemin, et je me dis dans ma tête, mais qu'est-ce que je fous là encore? Et donc j'arrive un moment dans une espèce de grosse usine où ça fait un bruit pas possible. Et quand j'arrive dedans, petit comité d'accueil. Donc je découvre qu'il s'agit en fait d'une société familiale. Donc il y a sur place le grand-père, le petit-fils, deux personnes qui s'avèrent être des forestiers
qui ont 40 ans d'expérience chacun, plus le commercial, enfin voilà, tout un joli petit comité d'accueil qui foisonne. Et le grand-père prend la parole et commence à me dire, ben voilà, on est une société familiale, on est une scierie, donc on a plusieurs usines en France, on scie des pièces de bois. Aujourd'hui, on a besoin de refaire un logiciel qui va nous servir à créer, enfin pas à créer, à faire des estimations pour acheter du bois. Parce que acheter du bois, c'est quand même assez central chez nous. Donc aujourd'hui, on est sur un système un petit peu obsolète, basé sur AS400. Mais le logiciel dont on parle, il existe déjà. Il a déjà été développé en WinDev. On a juste un seul problème. Le développeur est décédé. Donc là, je me dis super ambiance. Et du coup, vous connaissez tous le bus factor. Si vous ne le connaissez pas, c'est combien de personnes peuvent mourir avant que votre logiciel soit un échec. Eux, ils connaissent. Donc voilà, ils me mettent un petit peu l'ambiance. Ils me disent, alors ce qu'on a fait, vu que ce logiciel, on n'avait plus de développeurs, on a fait comme tout le monde, on est passé par des stagiaires. Donc les stagiaires, ils ont repris le logiciel, ils ont créé des effets de bord à gogo. Du coup, on a pris un autre qui venait d'une grande école d'ingénieurs super coté. Et lui, il nous a dit, il faut tout refaire en Python parce que Python, c'est la vie. Et sauf qu'il a mis 6 mois à faire son Python. Alors on a un truc qui marche, mais c'est loin d'atteindre l'objectif, quoi. Donc vu qu'il est parti en burn-out, on s'est dit, bon, faut peut-être qu'on fasse appel à quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Très bien. Donc moi, j'essaie de leur poser des questions. Donc ce que je comprends là, votre logiciel, donc ça sert à estimer du bois, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc vous allez en forêt avec? Oui, on va en forêt. Ah, donc votre logiciel est installé, j'imagine, sur un ordinateur portable. Et puis hop, vous le sortez, vous tapez, et puis vous faites votre truc. Exactement, tu as tout compris. Super. Comment vous partagez des informations entre vous? Ah bah ça, on le fait pas. Ah. Et les sauvegardes, ça se passe comment? Bah sauvegarde, il n'y en a pas. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, sympa. Ok. Et si vous voulez faire des recherches, parce que j'imagine des fois vous revenez d'une année sur l'autre, sur des coupes, etc. Ah bah oui, justement, ça c'est un problème, faudra qu'on en parle. Ah, bon, en fait, il n'y a rien de fait en fait. Non, il n'y a rien de fait. Très bien. Et là, le ton se met un petit peu à changer, parce que le grand-père, voilà, il n'a pas trop le temps. Il dit, bon, écoute, mon petit pote, c'est gentil, là, on rigole bien. Mais nous, là, on est en train de parler quand même d'un logiciel assez critique. On est une société, on fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, le logiciel qu'on va te demander de faire, ça va servir à manipuler un portefeuille de 30 millions d'euros par an pour faire des achats de coupe. Donc on veut du gros, on veut du lourd. Nous, on a déjà reçu 3-4 de tes confrères, des ESN. Ils nous ont proposé la totale. Chef de projet, architecte, documentation technique, tout ce qu'on veut, le top. Nous, on veut maintenant connaître comment tu vas t'y prendre en termes de bonnes pratiques, en termes de documentation, en termes de flot de travail. Voilà, explique-nous ta méthode. Vas-y. Alors, les bonnes pratiques, il faut savoir que dans le développement logiciel, c'est un petit peu comme chez les artisans. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des artisans. La première chose qu'ils font, c'est de vous dire que les prédécesseurs ont fait n'importe quoi et qu'il n'y a rien qui marche. Et dans le développement, c'est pareil. Donc, moi, j'ai des bonnes pratiques que je vais mettre en place, mais vous pouvez être certain que la prochaine personne qui va reprendre le projet va dire que c'est n'importe quoi, que c'est pas comme ça qu'on fait. Et au contraire de chez les artisans, parce que les artisans, ils ont quand même des normes. Si vous prenez par exemple un électricien, il y a des normes dans l'électricité. Dans le développement logiciel, il y a autant de normes qu'il y a de développeurs. Il n'y a aucun consensus qui existe. Donc, en termes de bonnes pratiques, je vais mettre en place mes bonnes pratiques. Mais elles seront très certainement revues par ceux qui vont arriver plus tard. Ensuite, en termes de documentation, oui, documentation, c'est très bien. Mais documenter un logiciel qui est en cours de construction, c'est comme documenter la météo. Ça change tout le temps. Donc plutôt que vous faire une documentation au fur et à mesure, je vais déjà sûrement vous en faire une à la fin pour avoir une photo, mais surtout je vais vous créer un système qui s'appelle donc de la live documentation, de documentation vivante, c'est-à-dire qu'on va partir sur des exemples dans lesquels je vais devoir implémenter du code. Et quand le code va changer, il faudra que je change les exemples, et quand les exemples vont changer, il faudra que je change le code. C'est ça qui va m'assurer la pérennité du système. Alors là, les mecs, ils me disent, ouais, bon, super, on comprend pas tout ce que tu racontes. Alors nous, par contre, on a un problème, là, c'est les spécifications. Là, on est en train un petit peu t'y mettre. Pouh, là, Jean-Louis galère là-dessus. Est-ce que tu as des précaux, là, des trucs comment tu t'y prendrais?
Bah, les specs, c'est simple, on va pas en faire. Ah, mais comment on va faire? Bah, les specs, en fait, je vais vous expliquer le problème. Faire des spécifications, déjà, ça fait chier tout le monde. Le temps que vous fassiez vos spécifications, le projet leur a changé. Les spécifications, vous ne pouvez pas imaginer tous vos cas. Vous allez prendre vos meilleurs experts métiers, ils vont mettre combien de temps à imaginer tout ce qui se passe? Et en plus, le monde, il change. Encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais ça c'était même pas encore sorti à l'époque. Mais le monde échange, donc on va pas du tout faire comme ça. Alors là, les gars, ils font, mais pas de bonne pratique, pas de doc, pas de spec. Et t'es où là? T'es à Disneyland? On va faire quoi là? On t'a expliqué, c'est un logiciel, c'est super chaud. Nous, il faut vraiment que tu nous expliques. On ne voit pas du tout comment tu vas t'y prendre. Ben, les mecs, je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Un logiciel, ce qui va être utilisé par vos utilisateurs, ce qui va partir en production, c'est pas ce qu'aura imaginé vos experts métiers, c'est pas ce qu'aura conçu un architecte ou ce qu'aura drivé votre super, ce que vous voulez, votre chef de projet. C'est ce qu'a compris le développeur. La compréhension du développeur est au centre du succès du logiciel. Et comment on fait pour qu'un développeur comprenne parfaitement ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit en immersion avec des utilisateurs, avec des vrais utilisateurs, pas avec un PO proxy machin, quelqu'un qui croit connaître le métier, qui va essayer de distiller sa connaissance. Non, il faut être dans le game. Et là, ils me disent, mais nous, on va en forêt, en fait. On va manipuler des tronçonneuses, des haches, des trucs. On va pas t'emmener là-dedans, quand même. Si, on va m'emmener en forêt. Et je veux voir comment vous fonctionnez, comment vous travaillez en vrai. Donc, du coup, j'enchaîne en leur disant, alors, on va travailler dans une méthode. Alors, à ce point-là de la discussion, je ne dis surtout pas le mot agile. Parce que je sais que si je dis le mot agile, soit ils connaissent, et là, ils vont me saouler avec leur Scrum Master, etc. Soit ils ne connaissent pas, et ils vont chercher sur Internet, et là, on est sûr que ça va être la cérémonie toutes les semaines. Donc, je leur dis, on va travailler selon une super méthode, ça s'appelle la méthode itérative. Alors, tout le monde pense qu'en fait, faire un logiciel, c'est c'est incrémental. C'est-à-dire qu'on va prendre des briques préexistantes, qu'on va les assembler entre elles, et qu'à la fin, on va arriver à un résultat parfait. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'un logiciel, au début, on a une idée de ce qu'on aimerait, on le développe, on le met en prod, et on se rend compte que c'est n'importe quoi. Donc, on refait une deuxième version, et on essaye comme ça, par itération, à tendre vers la solution souhaitée et qui est la plus adaptée à notre contexte. Donc, ce que je vous explique, ça a plusieurs avantages. Déjà, vous allez avoir une meilleure implication de vos utilisateurs. Il faut savoir que dans la plupart des projets, on va vous faire un budget, etc. Mais dans ce budget, on ne va jamais vous mettre le poste de la conduite de changement. La conduite de changement, c'est quoi? C'est vous avez des utilisateurs, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont sur leurs AS400. Du jour au lendemain, on les met sur un logiciel qui sort de nulle part. Rien à foutre, j'utilise pas ton truc. Voilà. Et là, il faut payer des gens pour leur dire « Mais si, c'est super, essaye !» Non, 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 non. Là, ils sont directement impliqués. Donc, dans le budget est prévue cette conduite de changement. Ensuite, on va se rendre compte très très tôt des problèmes. On est en itératif. Dès qu'il y a un souci, boum, pas de souci, on peut changer notre fusil d'épaule, il n'y a pas à faire d'avenant. Et surtout, on va pouvoir changer de cap facilement. On ne va pas être dans un système figé où on va se projeter sur 2 ans et quand on va se rendre compte au bout de 2 semaines qu'en fait on n'a rien compris au film, qu'il faut tout refaire et on va vous faire des avenants, on va vous éclater le portefeuille. Voilà. Et cela a justement un avantage financier. J'imagine que vous avez vu mes confrères là, vous m'avez dit que vous avez vu un petit peu d'autres ESN. On a dû vous proposer des équipes entières. Moi j'imagine déjà ici un business analyst, 1 ou 2 développeurs, oui parce qu'ils voulaient du déconnecter, allez 2 développeurs, un 4e, un chef de projet, un commercial ou je sais pas quoi, enfin bon. Allez, on va partir sur 4 personnes. 4 personnes avec un budget assez bas, c'est 400 € jour par personne. 4 x 4, 1600 € par jour. Quel est votre budget? 100 000 €. Eh bien, vous prenez 100 000 € pour 1600 € par jour, ça fait même pas 3 mois de travail. En 3 mois, les gens, ils n'auront même pas encore retenu le chemin pour venir dans votre bled, que le projet sera terminé. Et qu'est-ce que vous aurez? Une architecture en Node.js en microservices. C'est la seule chose que vous aurez. Vous n'aurez rien de fonctionnel. Donc là, il y en a un qui m'interrompt, qui me dit « Attends,
es en train de nous expliquer que toi tout seul, tu vas faire le boulot d'une équipe entière? Parce que nous, effectivement, on a reçu plusieurs de tes collègues. C'est des équipes, hein. C'est pas une petite équipe, c'est des 4, 5 personnes. Donc, comment ça va se passer ton truc? Donc là, je leur dis, écoutez, partir au début d'un projet logiciel, je dis pas après, mais au tout début d'un projet logiciel, partir sur une grosse équipe, c'est faire des conneries. Pourquoi? Parce qu'au tout début, quand on fait un logiciel, il faut déjà comprendre le besoin. Une fois qu'on l'a compris, il faut le designer, ensuite il faut le développer, il faut le déployer, et ensuite il faut le tester. Donc si vous arrivez avec une équipe entière, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la première chose, c'est que le business analyst, il va accaparer le temps de tous vos experts. Il va prendre une personne, deux personnes, trois personnes, peut-être pendant des semaines entières. Cette personne, elle va devoir, c'est pas elle qui va faire le logiciel, donc elle va devoir expliquer à d'autres personnes ce qu'il faut faire. Donc elle va prendre énormément de temps pour avoir un maximum de détails, pour pouvoir bien transférer l'information. Ensuite, les développeurs qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps, pendant qu'on veut connaître le besoin? Ils vont bosser sur quoi, à votre avis? Ils vont se faire des films. Ils vont partir sur une architecture de barré. Et au bout d'un moment, quand le besoin va revenir, qu'on va leur dire faut faire un cabanon de jardin et qu'eux, ils auront préparé un super gratte-ciel, il y a 3/4 qui vont vouloir abandonner le projet. Sans compter le fait que plus vous mettez de personnes sur un projet, plus vous avez ce qu'on appelle l'effet de la chaîne déformante. La chaîne déformante, c'est ce qu'on appelait à l'époque le téléphone arabe, hein, c'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un, qui comprend en fait autre chose, qui le dit encore une chose, qui n'a encore rien compris, et on va comme ça perdre énormément de temps et d'argent. Alors que vous prenez un mec comme moi tout seul. Moi déjà, quand je vais bosser sur un sujet A, je ne bosse pas sur le sujet B, donc je ne vais pas être dans l'over engineering, on va dire. Et surtout, quand je vais parler avec des utilisateurs ou quelqu'un du métier qui va m'expliquer le problème, comme c'est moi qui vais faire le développement, dès le moment où j'ai compris son besoin, c'est terminé. Je passe tout de suite au dev. Donc, il n'y a pas cette perte d'information permanente et il n'y a pas aussi cette chaîne déformante vu que entre moi et moi, j'arrive à peu près à me comprendre. Et de toute façon, si vous n'êtes pas content de cette manière de travailler, c'est très simple. Moi, mes contrats, vous pouvez arrêter quand vous voulez, c'est-à-dire qu'on va avancer de manière journalière, où je vais vous produire des choses utilisables toutes les semaines. Et si ça ne vous va pas, que ça va pas assez vite à votre goût, que c'est pas correct ou que ça ne va pas dans votre sens, vous pouvez mettre un arrêt à la mission par simple mail et ça s'arrête. Donc là, tout le monde se regarde dubitatif. Je sens que c'est un petit peu bizarre. Et je me dis, ça a dû peut-être merder un petit peu là. Je pense pas que j'ai matché. Donc j'en parle un petit peu avec mon commercial de SN qui me dit si, je l'ai bien senti, t'inquiète, ok. Effectivement, hop là. Effectivement, il l'a bien senti car la mission a été acceptée. Hop. Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, super. Donc la mission est acceptée, maintenant il faut faire le taf. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà travaillé avec des utilisateurs, mais tiens, levez la main, tiens, juste pour qu'on rigole. Voilà, quand même. Comme quoi c'est possible en fait. Donc les utilisateurs, moi j'arrive en immersion là-dedans, complètement nouveau, et eux ils me parlent directement avec leur jargon. Mais direct, tous leurs acronymes, tous leurs trucs, genre mais t'es con ou quoi, on va aller voir un arbre sur pied, il faut faire du rendu Siri, pour le débardage, je crois qu'on va s'y prendre comment? Mais oui Jean-Louis, mais oui bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Et là pendant 2 jours je m'en prends plein la gueule. On m'explique comment on va calculer pour le diamètre milieu, pour le machin, enfin je comprends rien. Et au bout de 2 jours, je leur explique, bon les gars, ok vous m'avez expliqué votre métier, c'est super, mais comment ça se passe en vrai? Comment on fait? Ah, comment on fait? Tu veux qu'on t'emmène en forêt, c'est ça? Oui, emmenez-moi, on va aller voir ce que se passe. Très bien. Donc là, on me fait prendre ma gueule. Et de plus en plus, quand j'avance, je croise ce genre de camion là, bizarre. Je me dis, mais où est-ce qu'on va là? Et on arrive dans un endroit paumé. On me balance des bottes à la gueule, comme ça. On me dit, allez, mets ça, on va monter.
Donc là, on monte sur une parcelle de Douglas. Et on me dit, bah, tu vois, là, on est sur une parcelle de Douglas. Il faut qu'on voit à peu près combien ça fait de mètres cubes, sachant qu'il y a 200 arbres. Alors, à un moment, on avait rigolé. Oui, pourquoi vous ne disiez pas des drones et tout? Bah, regarde. Tu vois, toutes les branches qu'il y a là, ton drone, déjà, c'est mort. Ah oui, ok. Ensuite, tu sais, on avait parlé que pour calculer le volume d'un arbre, on utilisait le calcul du volume d'un cylindre. Donc, il nous faut le diamètre milieu. Il est où le diamètre milieu, là? Bah, j'en sais rien. Bah oui, voilà. Et puis, combien il fait de hauteur ton arbre? Bah, j'en sais rien. Et bah voilà. Donc, en fait, tu sais rien. Bah non, c'est bien pour ça que je suis là. Donc, bon, ils ont commencé un petit peu à m'expliquer le métier, la croix du bûcheron, enfin, toutes les problématiques qu'on peut avoir par rapport aux arbres. Ensuite, ils m'ont fait visiter un petit peu la scierie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'écorceuse, le calibrage pour créer des poutres, des trucs. Bon. Donc là, je commence à être bien chaud, bien remonté. Génial, les gars. Ok, je commence à comprendre ce qui se passe. Allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Quelle est la première version? Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, ils me disent, bah, nous, ce qu'on aimerait, tu vois, le Python, là, le truc qu'a fait le stagiaire, on aimerait que tu nous le refasses, mais en mode web, téléphone, accessible. On voudrait la même chose. Ok. Et ils me disent, mais si tu veux, on a écrit de la documentation, enfin toute la documentation qu'on a donnée aux stagiaires, on peut te la donner. Donc ils me donnent le truc, et là, des courbes de calcul, mais je comprends rien. Et je leur dis, mais vous n'avez pas plutôt le code source du Python? Donc eux, ils me disent, ben oui, on a le code source du Python, si tu veux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet adage qui dit la meilleure documentation est le code source. Ben, moi, je l'ai pris au pied de la lettre. C'est-à-dire que j'ai même pas lu leur doc. J'ai lu uniquement le code source du Python, sachant que je ne fais pas de Python. J'ai tout dépioté le truc, j'en ai fait un Excel, donc j'ai dépioté le Python pour en faire un Excel. Cet Excel, je l'ai présenté aux experts métiers. On a analysé, ça a pris plusieurs semaines, ce que je vous explique. On a analysé un petit peu tout ça, et on a trouvé des conneries d'ailleurs, donc comme quoi le truc ne marchait pas si bien que ça. Et à partir de là, ils m'ont dit, bon, bah c'est bon, on a tous les calculs qui sont bons, tu peux y aller. Donc c'est parti. Donc, bon, bah, sur le choix technique, bah, j'utilise un peu des méthodes craft, comme beaucoup. Moi, j'ai une petite particularité, c'est que souvent, je pars directement en CQRS Event Sourcing. Alors, je sais que c'est pas très commun, mais moi, personnellement, sur ce genre de projet, ça m'aide sur plusieurs choses. Non seulement sur un environnement technique, parce que ça me permet d'avoir une traçabilité de tout ce qui se passe, mais surtout, c'est quand je discute avec des gens, je me rends compte qu'on parle beaucoup événementiel. Et en fait, quand on fait de la méthode traditionnelle avec des bases de données, bah, très souvent, on parle événementiel avec des gens et on va transformer ça en besoin de bases de données. Et vu qu'on atteint très très rapidement les limites de ce truc, on est obligé de faire des hacks toute la journée. On fait tellement de hacks dans le monde traditionnel qu'on en a créé un mot, ça s'appelle la dénormalisation. Donc ça, moi, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup d'event sourcing et avec ça, j'ai jamais vraiment été piégé. Donc, je pars sur mon petit développement. Ok, je commence le 4 février et je pousse mon premier MVP le 1er avril. Donc, on voit 2 mois de boulot. Et entre ces 2 mois-là, donc, la guerre en Ukraine a démarré. Voilà, c'est le petit truc qu'il faut savoir. Donc là arrivent ensuite les estimations. Donc, dans tous les projets où on va, vous êtes au courant, toujours quelqu'un qui va vouloir que vous fassiez des estimations. C'est quand même la base de la vie, les estimations, parce que sans estimation, on ne peut pas travailler. Donc, dans mon cas, comment ça s'est passé? C'est que donc, je leur propose le MVP, etc. Regardez, ça fonctionne. Donc, le payeur, il est là, enfin, le grand-père et tout le monde est là. Ah, c'est génial et tout. Bon, bah, est-ce qu'on peut mettre en production? Je dis, ben oui, pour moi, on peut mettre en production, il n'y a pas de problème. Et là, il y a les forestiers, ils disent, non, non, mais pas en production. Ah bon? Mais pourquoi on ne met pas en production? Ça marche pas bien. Si, ça marche très bien, mais il manque des trucs. Il manque les paramétrages, il manque les impressions, il manque les cahiers, il manque les imports ONF. Ah, ok. Et là, bah, du coup, le petit-fils, lui, qui rebondit, qui dit, bon, bah, c'est pas grave, Aurélien, il va nous faire une estimation. Hein? Alors, combien de temps pour faire tout ça, Aurélien? Donne-nous une date. Je dis, mais moi, je suis incapable de donner une date. Par exemple, les paramétrages, c'est quoi les paramétrages? Ah bah les paramétrages, c'est simple. Bah tu vois, en fait, on fait des estimations, c'est basé sur des prix et des qualités et des trucs comme ça. Oui. Bon, et ben on va mettre un niveau de paramétrage
pour avoir un prix à un instant T, et le prix, quand il va fluctuer, ben, on va mettre un deuxième niveau, parce qu'on veut pouvoir revenir dans le temps. Mais t'inquiète pas, les prix ne changent jamais. Nous, ils ont dû changer 2 fois, 3 fois en 5 ans. Sauf qu'avec la guerre en Ukraine, alors je vous la fais vite fait, eux, ils vendent dans le monde entier, ils passent par des bateaux ukrainiens. Ils s'en fait couler 2. Au bout de bien après, le prix, on a pris 18 niveaux en une semaine. Donc là, Event Sourcing, je peux vous dire que j'ai kiffé. Bref, donc moi je leur dis non, c'est pas possible, il faut qu'on avance en incrémental comme on avait prévu. Et les mecs, ils reviennent vers moi par email. Bon Aurélien, voilà, tu sais bien, il nous faut des estimations. Sans estimation, on ne peut pas faire de pilotage. Sans estimation, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Sans estimation, on ne peut pas vivre. Les estimations, c'est ce qui nous permet de respirer. Fais-nous des estimations, s'il te plaît. Donc moi, je leur dis, mais non, je ne veux pas faire d'estimation, parce que si je fais une estimation, je vais te donner une date fausse. Avec cette date fausse, tu vas basculer tout le monde. On va perdre l'adhésion de nos utilisateurs, et c'est le but du jeu. Oui, mais Aurélien, les estimations, les estimations. Et en fait, en discutant avec le gars, je découvre que, en fait, dans le bois, enfin dans le business du bois, il y a 2 grandes périodes. Il y a le printemps, où ils vont obtenir des lots, etc. Et il y a l'automne, voilà, septembre-octobre, quoi. Donc, le printemps, c'est mort, parce que là, on était en avril. Par contre, en fait, ce qu'ils voulaient savoir, en gros, en grattant, c'est que, est-ce qu'on sera prêt en septembre? Est-ce que je vais pouvoir basculer les forestiers en septembre? Et quand je me mets à comprendre ça, je me dis, je vais changer de discours. Plutôt que de lui dire, ok, j'estime que telle fonctionnalité prendra tant de temps, je lui dis, je vais me challenger pour que telle fonctionnalité prenne tant de temps. Alors ça a l'air pareil ce que je vous dis, mais en fait ça n'a rien à voir. Parce que quand un client vous demande une estimation, qu'est-ce qu'il vous demande en réalité? Il vous demande un engagement. Sauf que quand vous donnez une date, implicitement, vous faites un engagement de résultat. Alors que si vous dites que vous allez vous challenger pour faire un truc, c'est un engagement de moyens. Donc dans le premier cas, si vous avez réussi, c'est normal, et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes mauvais. Mais dans le deuxième cas, si vous avez réussi, c'est le top. Et si vous n'avez pas réussi, c'est normal, parce que vous avez juste essayé de vous tenir un challenge et vous n'avez pas réussi à le faire. Donc une fois qu'il avait intégré ça, je lui ai dit ce qu'on va faire. On va prendre point par point toutes les fonctionnalités. Donc on a parlé des paramétrages, on a parlé de plein de trucs. Et il y avait le dernier point, c'était l'import ONF. Je lui disais, écoute, moi l'import ONF, parce que le but c'était au 15 septembre d'être prêt, de basculer tout le monde le 15 septembre. Je disais, moi l'import ONF, c'est un petit peu chaud. Est-ce qu'on aura une solution de repli si jamais je n'y arrive pas? Parce qu'il faut savoir que l'ONF, donc c'est l'Organisation nationale des forêts, qui fournit des fichiers Excel avec des multicolonnes dans tous les sens. Je ne le sentais pas du tout, ce truc. Donc je leur ai dit, si on n'y arrive pas, est-ce qu'au moins pour cette partie, vous pourrez faire l'ancien logiciel? Ah, ça tire la gueule, mais oui, on pourra le faire. Ok. Donc je développe, je continue. Un moment, je pars en vacances, tout va bien. Et là, on arrive à un petit souci. Donc j'ai un forestier qui m'appelle. Oui, allô, comment ça va? Bah oui, ça va. T'es en vacances? Oui, ça va bien, oui. Tu te rappelles l'import ONF? Oui, je me rappelle bien, oui, mais t'inquiète, on va y travailler. De toute façon, il y a une solution de repli. Oui, justement. Là, en fait, je viens d'avoir l'ONF au téléphone. Oui, et alors? Et ils sont en train de revoir tous les formats de fichiers et ils vont les refaire, ils vont complètement les refaire. Ce qui veut dire que après les vacances, notre ancien logiciel ne fonctionnera plus avec les nouveaux formats. Oui, mais ils vont quand même faire un backup. Non, ils vont pas faire de backup. Ils vont nous envoyer directement un nouveau format. Donc si t'es pas prêt, on est tous dans la merde. Voilà, bonnes vacances. Donc là, je dis à ma femme, rentre dans la bagnole, on rentre à la base. On repart direct à la maison. Parce que là, on était en août, il n'y avait plus que septembre, c'était 15 septembre l'objectif. Je me déchire, j'arrive à la ligne d'arrivée sur les rotules éclatées. J'ai mon import ONF qui fonctionne. Je vais sur place en Syrie, je fais une présentation aux key users, etc. Les mecs, ils sont assez satisfaits. Du coup, allez, c'est parti, on déploie. Et là, je me retrouve avec tous les forestiers qui se mettent à utiliser mon logiciel d'un coup. Donc là, on se met un petit peu à kiffer, machin. Mais pour kiffer encore plus, on m'emmène sur le terrain.
Là, on commence vraiment à m'emmener pour pouvoir tester en réalité comment ça va se passer. Donc, je découpe, on me montre comment ça fonctionne. Du coup, je peux utiliser ma solution. Je me rends compte de conneries, donc je mets à jour en permanence. On me forme un petit peu à des petites techniques pour pouvoir voilà, être dans la foresterie. Et en fait, on est à tel point que quand je fais mes démos, parce que je continue quand même à faire des démos régulièrement aux key users, je vois des nouvelles têtes qui arrivent. Plein de nouvelles têtes. Et j'apprends que c'est des gens qui viennent d'usines différentes, qui viennent voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, ils sont en train d'entendre qu'il y aurait un mec, un développeur qui va en forêt, qui coupe des arbres tranquille et qui met des coups de hache et qui en plus développe. Donc ils regardent ce qui se passe, ils se demandent mais comment ça marche, quels sont les avantages. Ils posent la question à moi. Et là, il se passe un phénomène assez bizarre, c'est que j'ai même pas le temps de répondre, c'est les autres utilisateurs qui répondent. Qui disent mais attends, mais mec, comment tu travailles toi? Tu travailles encore à des Excel, hein? Comment tu fais pour tes coupes? En plus, tu fais du multi-essence, donc tu utilises un Excel par essence, alors que nous, tout sur le téléphone, Bibi, hein? Et puis en plus, comment tu fais pour calculer tes tiges? Là, tu fais tout à la main encore, la honte. Alors que nous, on a des compas électroniques, ça se fait tout en automatique maintenant. Ah ouais. Donc là, les gars, ils se disent bon, bah, est-ce qu'on pourrait, nous, s'intégrer à votre programme pour avoir des nouvelles fonctionnalités? Bon, nous, on diffère parce qu'on traite du petit bois, etc. Mais bien sûr, Jeannot, on va y arriver. Ah oui, d'accord. Et du coup, boum, ils m'ont enchaîné un nouveau contrat de 1 an pour pouvoir faire ça, pour pouvoir enchaîner. Et l'objectif étant de ramener au moins une deuxième usine, sachant qu'il y avait un peu un problème historique. Ce sont des usines qui travaillent de manière différente, qui sont même parfois concurrentes. Et là, c'était la première fois, visiblement, de leur histoire qu'il y avait un moyen de les raccorder entre elles pour qu'elles travaillent entre elles. Donc là, arrive un petit peu la fin de ce petit parcours. Et moi, un événement qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, le grand-père donc de la Syrie m'a invité à bouffer. Et au resto, il commence un petit peu à s'épancher quoi, sur sa vie. Il me dit, tu vois, cette boîte-là, elle a 120 ans, c'est mon grand-père qui a créé la boîte. Tu te rappelles, là, on t'avait passé des trucs manuscrits, machin, oui, parce qu'il faut savoir qu'à un moment, j'ai bossé sur une fonctionnalité où j'avais ce qu'ils appelaient une espèce d'abac, quoi, et ça a été rempli à la main, et c'était très très vieux, c'était une archive du grand-père, donc c'était son père qui avait fait, enfin son grand-père. Il me dit, tu vois, nous, on a commencé ce business, il n'y avait pas encore d'informatique, pas d'automatisation. Donc, quand on a commencé à bosser, on a vu les premiers AS400, on a vu des Excel 1 arriver, des projets informatiques, on en a bouffé. On en a vu des consultants nous expliquer la vie, etc. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que ça a matché? C'est que tout ton discours par rapport à comment il faut bah, voilà, travailler avec les gens pour comprendre leurs besoins, bah ça a résonné parce que votre industrie aujourd'hui, elle a un vrai problème. Elle est complètement malade. Vous vous prenez pour des ingénieurs, vous venez, vous comprenez même pas le problème à gérer. On veut vous parler, il faut créer des tickets. On est où quoi? Nous, on veut juste des gens qui nous écoutent et qui fassent ce qu'on veut. Donc bah écoute, merci, c'est vraiment top. Et en plus, moi j'en ai parlé à David, là, la méthode itérative, putain, c'est génial. Vraiment, le fait de pouvoir itérer comme ça, alors je dis pas qu'il faut tout faire comme ça, mais là je suis en train d'en parler à certaines personnes, il y a peut-être des parties de l'usine qu'on va faire comme ça pour pouvoir avancer, parce que c'est vraiment le top. Bon bah écoutez, merci bien, voilà, ça m'a bien fait plaisir. Donc on arrive à la conclusion un petit peu de cette enquête, parce que je vous rappelle que tout ça n'est qu'un délire dans mon parcours professionnel. Et bah, du coup, quelle est la conclusion de tout ça? Bah, déjà, contre toute attente, un développeur, il peut travailler directement avec un utilisateur, voire avec des utilisateurs. Il peut reprendre un legacy, avec un mec qui est décédé d'ailleurs. Il peut le reprendre sans doc, sans spécification. Il peut avancer sans faire d'estimation, et tout ça en obtenant une adhésion de son équipe. Par contre, ben, il y a quelques petits drawbacks, on va dire, enfin, désavantages. C'est que bah, déjà, il faut avoir la capacité technique à s'adapter aux changements en permanence, parce que les utilisateurs, ça chauffe le chaud, ça chauffe le froid en permanence. Donc si vous n'avez pas la capacité technique à faire ça, c'est sûr que vous partez droit dans le mur. Il faut pouvoir livrer très fréquemment des choses et avec le moins de bugs possible. Ça paraît logique, mais c'est quand même très important, sinon ça peut très vite étioler la confiance qu'ont les utilisateurs. Et quand il y a des bugs, il faut être très réactif et être prêt à prendre le téléphone pour parler avec les gens et les rassurer.
Et donc, quand on voit ça, je pense que vous connaissez ces 12 principes. Ce sont les 12 principes agiles. Notre plus haute priorité, satisfaire le client en livrant rapidement, accueillir positivement les changements de besoin, livrer fréquemment un logiciel opérationnel. Les utilisateurs et les développeurs doivent travailler ensemble, etc. etc. C'est vrai qu'une fois que j'ai fini cette expérience, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais pas par hasard redécouvert l'agilité? Est-ce que les pères fondateurs qui ont créé ce manifeste, est-ce qu'ils avaient imaginé des Scrum Masters, des PO, des PM, des cérémonies dans tous les sens? Ou est-ce qu'eux, ils se disaient juste, il faut qu'on rapproche les gens pour que ça aille beaucoup plus vite, pour qu'il y ait moins de formalistes, moins de docs, et qu'on arrive très vite à un résultat? Est-ce qu'après, on ne s'est pas perdu dans des cages mentales où on nous a dit, bah non, en fait, c'est pas possible, c'est trop long, c'est trop cher, c'est machin. Donc voilà, je n'ai pas la réponse à ces questions, donc je vous laisse y réfléchir. Hop. Donc maintenant, ce talk est terminé. Je vous laisse sur une petite démonstration en forêt. Hein? C'est moi là, oui. Voilà, merci de m'avoir écouté.